avec les représentants du président Trump, Vladimir Poutine, qui cible l'Europe. Nous ne prévoyons pas de combattre l'Europe, je l'ai déjà dit 100 fois. Mais si l'Europe décide soudainement de nous faire la guerre, et la commence, nous sommes prêts dès maintenant. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Il ne peut y avoir aucun doute là-dessus. Si l'Europe choisit de déclencher une guerre, la situation peut très vite arriver à un point où il ne restera plus personne avec qui négocier. Ah bah c'est tout le drame, si vous voulez, de cette situation. Hein. C'est le risque qu'à un moment donné, à travers l'Ukraine, l'escalade verbale entre d'un côté l'Union européenne et la Russie aboutisse à un moment donné à une escalade guerrière et nucléaire. Donc c'est la faute de la France? Non, c'est de la faute, si vous voulez, du fait qu'à un moment donné, quand on a l'opportunité, et ça je m'en félicite, de pouvoir réfléchir à un plan de paix, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'ici, avec des parties prenantes qui, du moins, acceptent de discuter, même si ensuite on peut rentrer dans le détail des points qui ont été proposés par Donald Trump et qui ne sont pas absolument idéales, hein, j'en conviens, eh bien il faut tendre vers cette solution diplomatique. Et que eux, ceux qui aujourd'hui veulent par principe fermer la porte à un plan de paix, par principe refuser de discuter autour des propositions. Qui fait ça? Oh bah, vous savez, dans la vie politique française, il y a un certain nombre de responsables politiques à gauche et d'autres, par exemple Raphaël Glucksmann, qui considèrent par principe qu'il faut aller se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Or, on sait aujourd'hui, et tous les experts le disent, moi je ne suis pas une expert militaire, hein, je me remets aux analyses de ceux qui connaissent bien le sujet, qui expliquent qu'aujourd'hui c'est très compliqué pour l'Ukraine d'imaginer pouvoir remporter la victoire. Il faut scier la paix et donner les territoires à Poutine. Sauf si, une fois de plus, l'Europe et les pays européens et les Français rentraient directement en guerre, envoyer des hommes, ce qu'objectivement, je crois, personne ne souhaite, vraiment, parce que ça n'est pas notre guerre directement, bien sûr. Il faut signer une paix, une capitulation et donner les territoires. Il faut permettre évidemment à l'Ukraine d'obtenir les meilleures conditions possibles, mais quand un pays perd la guerre, il ne faut pas imaginer malheureusement que les conditions de sortie de cette guerre soient absolument identiques à celles de l'entrée en guerre. Elle doit accepter par exemple de perdre le Donbass, la Crimée. Il faut qu'elle accepte en tout cas des abandons territoriaux pour vous. Madame, moi je ne suis pas en train de souhaiter que l'Ukraine fasse ceci ou cela. Ce que je vous dis, c'est que moi je suis une Française. Il n'y a pas 36 solutions. Je veux dire, vous savez aujourd'hui combien la France et l'Europe se sont investis dans cette guerre. Hein. Ce sont plus de 100 milliards d'euros qui ont été donnés à l'Ukraine. Nous avons formé des hommes, nous avons envoyé des armes. La solution supplémentaire, voilà, et à laquelle personne ne veut aboutir, c'est d'envoyer des Français sur le territoire. Mais pas seulement des Français, des Européens en général, si on plaît à bout. Et même si ça sera pour maintenir un cessez-le-feu, si un jour il y a un cessez-le-feu. Et faire cela, c'est évidemment entrer en guerre directement avec la Russie. Non, mais si c'est pour maintenir un cessez-le-feu, c'est pour garantir la sécurité. Si on est rentré ensuite dans un plan de paix dans le cadre de l'organisation d'un cessez-le-feu, c'est une toute autre chose. Et évidemment que là, on peut imaginer la présence de casques bleus ou autre chose pour garantir la sécurité et le respect surtout des accords de paix. Mais je crois néanmoins qu'à un moment donné, il faut être lucide sur la situation et comprendre que oui, nécessairement un plan de paix implique des concessions, aussi malheureuses soient-elles. Quand le général Mandon, le chef d'état-major des armées, dit soyons prêts à sacrifier nos enfants, comment vous avez réagi? J'en étais étonnée parce qu'en général, un chef d'état-major ne peut pas faire une déclaration aussi tonitruante sans avoir l'aval de la présidence. Voilà, donc on est presque à se demander si ça n'est pas le président qui, à travers son chef d'état-major, a voulu tester l'opinion. Voilà, et il faut quand même avoir conscience que moi je suis de fait pour l'esprit patriotique et je trouve très beau qu'on puisse se sacrifier pour l'intérêt de sa nation, mais vouloir faire croire aux Français qu'aujourd'hui l'intérêt souverain de la nation et du territoire français, c'est potentiellement d'envoyer des Français, soldats ou pas d'ailleurs, sur le sol ukrainien. Bon, je ne crois pas que les Français aujourd'hui soient prêts à mourir pour l'Ukraine. Alors on peut trouver ça lamentable et déplorable, mais c'est quand même compréhensible. Vous ne croyez pas à l'analyse du chef d'état-major des armées qui pense que la Russie pourrait attaquer les pays baltes, enfin certains pays européens d'ici 3 à 5 ans? Je pense qu'il y a une différence entre l'Ukraine et un certain nombre d'autres nations. La première étant que, en ce qui concerne la Pologne et d'autres, nous sommes face à des pays qui sont membres de l'OTAN et qu'à ce titre, elles bénéficient de la solidarité militaire induite par le traité et que si évidemment la Russie s'aventurait à attaquer l'un de ces pays, mécaniquement, ça engendrerait une solidarité militaire. Voilà. Et de ce point de vue-là, quand on regarde aujourd'hui l'état d'armement humain de la Russie et qu'on voit l'extrême difficulté qu'elle a, malgré tout, à arriver au bout de cette guerre qui traîne en Ukraine, j'ai quand même du mal à imaginer qu'elle puisse aller jusqu'à affronter l'OTAN dans son ensemble, et avec évidemment la force américaine qui serait derrière. Alors, en attendant en France, on s'interroge sur l'idée de labelliser les médias, peut-être distinguer les médias qui donnent une information sérieuse des autres, notamment sur les réseaux sociaux. C'est une idée qui visiblement a séduit le président de la République, puisqu'il en a parlé publiquement deux fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut effectivement inventer ou reprendre un label qui existe déjà pour faire cette distinction entre médias? Je trouve ça terrifiant, et je trouve que l'explication du président de la République et d'un certain nombre de ses porte-parole n'est pas du tout rassurante. Parce que, voyant l'opinion s'agiter, on nous explique non, mais rassurez-vous, ça n'est pas l'État directement qui labelliserait en gros la bonne ou la mauvaise information. Mais vous savez, en URSS... Il n'y aura pas de ministère de la vérité. Oui, sauf qu'en URSS,
figurez-vous, ce que je vais vous dire est vrai, ça n'était pas non plus ni le président, ni le parti qui, décidait qu'un livre pouvait être publié ou qu'un journal pouvait être édité. C'était, ça va vous faire rire, des associations professionnelles, bidons. Je pense notamment, alors ça s'appelait l'Union des écrivains soviétiques et l'Union des journalistes du RSS, et qui précisément estampillait ceux qui avaient le droit d'eux. Alors évidemment, la forme serait différente, mais on est en démocratie, pas en dictature. Ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est qu'en fait, demain, on mettrait en place une pseudo-autorité indépendante avec un socialiste à la tête, qu'on mettrait en place une organisation professionnelle avec des journalistes de Mediapart, de Libération, du Nouvel Obs, et qui irait expliquer toute la journée que la presse d'opinion de droite fait des fake news. Parce que, donc en fait, c'est une attaque contre le groupe Bolloré. Avant de partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.